Merci beaucoup pour cette invitation. J'ai plaisir à partager cette table ronde avec Marc Fleurbet. Et puis, ça faisait longtemps, voilà, Paul Loup, qu'on souhaitait se réunir pour un travail commun. Alors, comme Paul Loup vous l'a indiqué, je suis philosophe et non économiste, donc je ne sais pas dans quelle mesure je vais travailler à améliorer la réputation des économistes, Brigitte, qui ne me semble quand même pas si mauvaise que cela. Mais en tout cas, je partage assez, à partir des travaux qui sont les miens, et même si je ne m'engage pas tellement dans cette voie, l'idée l'idée d'Amartya Sen selon laquelle l'économie est une science morale, hein, pour reprendre l'un des titres de ses ouvrages, et c'est peut-être ce qui permettra de faire pont entre mon propos et la préoccupation que vous avez posée et l'analyse que Marc vient de proposer. Alors, moi, je vais vous proposer une petite analyse qui est en cours de construction, donc ce sera très modeste, mais il m'a semblé que le contexte de la pandémie suscitait de façon très aiguë une interrogation sur la valeur de la vie et constituait peut-être un espace où, par différence avec les décisions médicales que j'ai eu l'occasion d'observer, où la discussion sur la valeur de la vie intervenait parmi d'autres critères comme un élément de la décision pour un patient, eh bien, ce contexte de la pandémie pose la question à la fois pour les vies individuelles, mais aussi de façon très collective. Alors, Paul Loup, juste avant que je m'engage dans mon propos, je voulais vérifier le temps dont je dispose. C'est bien 20 minutes, c'est ça? 20 Ah, minutes, oui, 20 minutes, oui. ok. Donc voilà, donc je vais vous exposer des éléments de réflexion sur ce sujet. En repartant de la difficulté identifiée par de multiples personnes, mais notamment par Erwin Schrödinger quand il publie son essai en 1944 intitulé Qu'est-ce que la vie, de répondre à cette interrogation. Lui s'interroge à partir de l'apport des sciences physiques et chimiques. Ce ne sera pas mon cas aujourd'hui, mais je reprends à mon compte cette idée d'une difficulté à répondre à la question, y compris quand on la pose sur un plan philosophique. Alors, comme je le soulignais, il me semble que cette interrogation acquiert une dimension extrêmement concrète dans certaines circonstances historiques, et que le contexte que nous connaissons à l'échelle globale, qui est sanitaire, mais aussi politique, économique, sociale, fait partie de ces circonstances dans lesquelles la question du sens de la vie, et je vais revenir sur ce point, se pose. Euh, Tout d'abord, dans plusieurs États, l'objectif de préservation de la vie humaine ou des vies humaines dans le plus grand nombre possible a été présenté comme un élément justifiant l'orientation des décisions politiques, ou à l'inverse, dans d'autres États, il a été relativisé par d'autres critères et d'autres objectifs. Ce qu'on peut observer par ailleurs depuis un an, c'est que l'action des gouvernements a aussi été publiquement, hein, à travers différentes prises de position, mise en cause dans sa capacité à atteindre cet objectif. Et finalement, si on se tourne vers la discussion dans l'espace public tel que Jürgen Habermas a conçu cette idée d'espace public et de discussion publique, donc pas seulement à partir de personnes qui s'exprimeraient depuis une certaine position publique, notamment politique, mais aussi à partir d'une discussion faite par des anonymes, on a vu émerger depuis plusieurs mois des questionnements qui portent sur le sens de la vie, à la fois la signification de ce terme et ce qui fait la valeur de la vie. Alors, donc, moi, ce que je souhaite faire, effectivement, c'est proposer une esquisse d'analyse de ces éléments de discours et de ces visions qu'on voit émerger aujourd'hui. Et la tâche me semble d'autant plus cruciale qu'elle apparaît, je reprendrai le propos du sociologue Emmanuel Didier, d'une certaine manière inconvenante ou hors de propos, alors que des personnes meurent, sont contaminées, sont admises à l'hôpital, en réanimation, et que le nombre, en tout cas tel qu'il est calculé aujourd'hui, hein, de ces décès, de ces hospitalisations et de ces contaminations nous est divulgué chaque jour. Mais il me semble que l'un des acquis de la philosophie morale, de l'éthique médicale et de la bioéthique ces dernières décennies a été justement d'insister pour
pouvoir poser la question, pour examiner la question du sens de la vie, en dépit de l'argument dit de la pente savonneuse ou de la pente glissante, hein, qui consiste à rejeter la possibilité d'un tel examen, en arguant du fait qu'à travers cet examen, on basculerait inévitablement vers des positions morales intenables, hein, comme celle que l'idéologie nazie sur la vie valant d'être vécue a fait valoir. Alors, les matériaux qu'on peut réunir sur ce sujet sont extrêmement nombreux. Et les corpus potentiellement très vastes, si on veut se pencher justement sur ce matériau de discussion publique et de prise de position. La BNF, la Bibliothèque nationale de France, a par exemple constitué des archives du web du 16 mars au 10 juillet et ça constitue un corpus absolument énorme. Beaucoup de choses se sont dites à travers les médias, les réseaux sociaux, beaucoup d'avis éthiques ont été élaborés, il y a eu des discours gouvernementaux, des prises de position publiques, et puis du côté des enquêtes en sciences sociales, des réponses à des questionnaires, des analyses et des entretiens qui ont été faits en temps de confinement. Les méthodologies qu'on peut utiliser pour analyser ce matériau sont tout aussi diverses, hein. On peut recourir à la fouille de données massives, à des analyses linguistiques, sociologiques, etc. Pour ma part, je me bornerai effectivement à un plan d'analyse conceptuelle en ayant fait une lecture, on va dire, extrêmement suivie et soutenue de certains journaux quotidiens depuis le mois de mars, mais sans prétendre évidemment à l'exhaustivité, hein. Alors, sur le plan de l'analyse conceptuelle, il est intéressant d'observer que le positionnement d'une société et de son gouvernement à l'égard de la valeur de la vie humaine est l'un des éléments qui a explicitement orienté les politiques publiques et c'est loin d'être toujours le cas dans l'histoire. Je vous rappellerai simplement 2 ou 3 exemples très frappants. Le Premier ministre anglais Boris Johnson a déclaré le 15 mars 2020 qu'en raison de la dangerosité de la maladie, je le cite, « beaucoup de familles vont perdre leurs proches prématurément ». Fin de citation. Et c'est à ce moment, au moment où il fait cette déclaration, qu'il a formulé une stratégie fondée sur l'acquisition de l'immunité collective, qui donc, suggère-t-il à travers ce propos, repose sur l'acceptation de la perte d'un certain nombre de concitoyens au profit de l'ensemble de la société. Autre exemple, au Brésil, le président Jair Bolsonaro, est-ce que c'est bon? J'ai entendu un bip. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est bon. Okay, a mis en cause les mesures de distanciation physique et appelé les gouvernements régionaux du Brésil à lever les restrictions pour sauver l'économie. Il dit le 9 juin 2020, « Nous allons tous mourir un jour », indiquant qu'à ses yeux, la vie de certains compte moins que la bonne marche de l'économie dans son ensemble. Tout au contraire, en France, le gouvernement a présenté avec constance la préservation de la vie comme une priorité de son action, et notamment par rapport à une autre priorité possible, économique celle-ci, et le président de la République a réaffirmé cette priorité à travers une formule voilà, maintenant bien connue, le « quoi qu'il en coûte », et il l'a encore réaffirmé jusqu'à une date assez récente, par exemple dans Le Monde le 29 décembre. Alors toutefois, au-delà de ces premières observations sur une prise de position explicite des gouvernements à ce sujet, pour ce qui est de la France et d'autres pays, même lorsqu'on a pris, les gouvernements ont pris position en faisant de la préservation de la vie humaine une priorité de leur action, plusieurs données d'enquête et l'observation des politiques de gestion de la pandémie ont suggéré qu'il existe des vies plus égales que d'autres, pour reprendre la formule de George Orwell. Alors, dans certains États, notamment sur le continent américain, les analyses commencent à mettre à jour des phénomènes de discrimination. Dans d'autres États, elles mettent à jour des inégalités. Et en dehors du fait que le virus a lui-même été décrit comme hautement sélectif, certaines enquêtes en population commencent à mettre en évidence que les facteurs d'exposition au virus, en tout cas sur le territoire français, sont associés de façon très différenciée au lieu de résidence, aux conditions de logement ou à la nécessité de travailler hors du domicile, à la situation financière et à des inégalités sociales de nature diverse et parfois cumulées. On peut citer diverses études, mais par exemple, il y en a déjà une qui commence à exposer ses résultats, qui a été publiée sous la direction de Nathalie Bajos en octobre 2020, intitulée « Les inégalités sociales au temps du Covid-19 ».
Covid-19 dans Questions de santé publique. Donc s'élabore actuellement une recherche sur ces inégalités qui interroge la stratégie gouvernementale dans son ambition, même si cette ambition est affirmée, de préserver les vies humaines en mettant l'accent sur le fait que la population est très hétérogène dans son exposition au virus et qu'il conviendrait donc peut-être de prendre en compte cette hétérogénéité. En outre, la discussion porte aussi sur l'enjeu dit du tri. Alors, ce qui est aussi assez remarquable dans la période que l'on vit, enfin remarquable, pas remarquable, mais en tout cas intéressant de relever dans la période que l'on vit actuellement, c'est que l'enjeu de ne pas voir les services de réanimation débordés par la pandémie a aussi été mis en avant par le gouvernement de façon récurrente et qu'il a suscité de fait sans doute pas de façon délibérée, un questionnement, voire un soupçon au sujet de formes de tri qui seraient pratiquées à l'hôpital. Alors, le terme de tri, il prête à confusion puisqu'il est pris entre son sens courant, ordinaire, et une logique médicale d'évaluation de la balance bénéfice-risque pour les patients. Néanmoins, malgré donc la conscience à l'égard de cette confusion, le soupçon d'une discrimination, notamment selon l'âge, a été énoncé à plusieurs reprises, et ce dès le premier confinement. Et aujourd'hui, dans la séquence temporelle que nous vivons depuis en particulier l'automne, il est intéressant de relever l'émergence d'une discussion publique sur les critères du tri en médecine qui est relativement inédite, je pense, dans laquelle des médecins se mobilisent. Je pense notamment aux propos de Sophie Crozet, qui est donc médecin à la PHP, à la Salpêtrière, et qui est rapporteur de la saisine du CCNE à ce sujet, donc dans laquelle des médecins se mobilisent pour expliquer les modalités de leur réflexion, mais discussion publique qui atteste aussi du fait que le tri en médecine n'est plus perçu de façon évidente comme un sujet qui doit être exclusivement abordé et traité par les professionnels de santé. Je dirais aussi, pour compléter ce tableau, des éléments qui permettent finalement, ou qui mettent en scène une discussion sur la question de la vie et de sa valeur, que la problématique de plus en plus patente à mesure que le temps passe des effets sanitaires indirects de la pandémie et de sa gestion mettent également en question la portée de l'objectif de préservation de la vie humaine et de sa réalité. Alors là encore, c'est une problématique dont la perception s'est formée assez tôt au cours de la pandémie, dès la première vague, et en fait, on a relevé moi j'ai pu relever un certain nombre de prises de position sur le sujet dès le mois d'avril. C'est une problématique qui a été depuis constamment mise en avant par les médecins, soucieux d'alerter par voie de presse sur ces problèmes, que ce soit pour des retards de prise en charge, parfois pour des pathologies engageant le pronostic vital des patients. Il y a eu plusieurs alertes au sujet des greffes notamment, d'autres alertes notamment à l'égard de la perte du lien avec des patients souffrant de troubles psychiques, ou encore la non-vaccination d'enfants et de nourrissons, alors cette fois-ci pas par le vaccin concernant la Covid-19, mais par des vaccins qui sont tout à fait considérés comme relevant de la prise en charge ordinaire de type rougeole, rubéole au rayon. Donc, ce qu'on observe, c'est que l'impératif de sauver la vie humaine, il a été posé dans certaines sociétés, et notamment la France, comme l'un des objectifs majeurs, sinon l'objectif majeur. Il rencontre des limites, sinon voulues, au moins de fait, et qui ont été anticipées ou non par la gestion politique et du gouvernement et par les acteurs investis dans la prise en charge, notamment sanitaire, de la situation. Alors, au demeurant, sans développer ce point plus avant, c'est un objectif qui, avec le recul, devrait être mis en perspective avec d'autres choix ou non-choix qui sont faits par notre société actuellement et par le gouvernement par rapport à d'autres causes de décès importantes. Je pense par exemple à la pollution de l'air. Santé publique France évalue à 48 000 morts par an les décès liés à la pollution de l'air, ou des épisodes de grippe plus graves certaines années que d'autres. Et ce serait le second point que je voudrais aborder maintenant, cet impératif de sauver la vie humaine peut aussi dès maintenant, me semble-t-il, être mis en perspective et discuté par des éléments de caractérisation de la vie humaine qui vont au-delà de la vie entendue dans son sens le plus élémentaire, je dis ça pas du tout de façon péjorative, mais comme le fait même de vivre, comme le fait même de respirer, qui finalement sous-tend
me semble-t-il, cette fois-ci de façon pas très explicite, l'impératif tel qu'il a pu de sauver des vies humaines, tel qu'il a pu être énoncé par les gouvernements, et y compris aussi les critiques qui ont été faites par rapport à une action orientée par cet objectif. Alors, les éléments de caractérisation de la vie humaine qui vont au-delà de la vie entendue dans ce sens plus élémentaire, donc, comme je le soulignais au début de mon intervention, on peut en relever de multiples témoignages et traits dans la presse quotidienne, sur les réseaux sociaux, dans les prises de position publiques. Bon, dans l'analyse que je suis en train d'essayer de constituer, je vais évoquer 3 ou 4 de ces éléments, et je voudrais le faire en fait à partir d'une référence dont la pertinence s'est vraiment imposée à moi au fil des temps, et qui est la référence aux travaux philosophiques de Hannah Arendt, qui me semble, à travers des ouvrages qu'elle a écrits donc hors de tout contexte de pandémie, la condition de l'homme moderne, la crise de la culture et son analyse du totalitarisme, avoir mis en avant des éléments de réflexion anthropologique et politique qui sont extrêmement précieux pour appréhender cette discussion sur la valeur de la vie dont nous sommes à la fois les témoins et les acteurs aujourd'hui. Alors, le premier élément que je voulais signaler et qui a été beaucoup remonté donc dans l'actualité que nous connaissons, c'est la question ou l'enjeu de la précarité économique, qui, à mon sens, constitue un premier élément central d'une représentation de la vie humaine qui va aller au-delà du fait même de préserver la vie. Alors, cette précarité économique, elle suscite un effondrement matériel des conditions de vie, et pour reprendre les termes qu'emploie Arendt, en fait, elle réduit la personne à passer tout son temps, à la recherche des moyens matériels de subsistance, à l'exclusion de toute autre activité. Et Hannah Arendt va qualifier cette forme de vie qui est associée à une précarité économique à une vie de travail, par différence avec ce qu'elle analysera sous la notion d'œuvre. Et cette vie de travail, en fait, elle a pour caractéristique le fait de ne rien laisser derrière soi. Tout l'effort accompli est aussitôt dépensé et consommé. Et on a donc ici des vies réduites à ce qu'elle appelle le processus vital, donc des vies qui sont réduites à la condition de leur propre entretien, et qui ne peuvent pas finalement s'inscrire et ni contribuer à former ce qu'elle appelle le tissu des relations et des affaires humaines, dans la mesure où tout ce qui est produit est immédiatement consommé. Et donc, elle met en avant vraiment, donc voilà, dans cette conception de la condition humaine, cette question de la précarité économique et des vies réduites à à leur processus vital et à sa reconduction, pardon. Deuxième point qui me semble aussi tout à fait frappant dans la discussion publique actuellement, et qui va nous permettre aussi de revenir à Hannah Arendt, c'est la question de la solitude. Alors, cette question de la solitude, bon, qu'on sait, qui a été, enfin, elle prend de multiples formes, je dirais, sous l'effet des confinements, des couvre-feux et des isolements en chambre pour les résidents en EHPAD notamment. Elle a pris donc de multiples formes, des formes assez radicales, liées à l'impossibilité des visites dans ce type d'établissement, à l'impossibilité ou à la très grande difficulté de voir ses proches et ses amis, ou même ses relations professionnelles. L'impossibilité aussi à avoir des interactions sociales qu'on peut considérer comme relativement anodines quand elles vont de soi, mais qui en fait forment les mille et un fils de notre inscription en société, que ce soit donc des interactions de type professionnel ou dans les commerces, dans les lieux de culture, dans les lieux publics ou même dans la rue, tout simplement. En particulier pour les jeunes, l'impossibilité à avoir accès aux lieux dans lesquels ils socialisent, que ce soit pour des raisons amicales, affectives ou aussi sexuelles, puisqu'ils n'ont plus effectivement accès à ces lieux de socialisation. Et puis pour le monde de la culture, très largement,
l'impossibilité d'exercer son art en public. Et je note ce point parce que j'y reviendrai à la culture, et je voudrais citer le propos du fondateur des Arts Florissants dans Le Monde du 19 janvier 2021 qui dit « Ne pas avoir de vrai public me rend neurasthénique ». Et donc, ce n'est pas effectivement un propos anodin parce qu'il pathologise en fait sa propre situation alors qu'il est en bonne santé par rapport aux malades de la Covid. Alors, ce point de la solitude, en fait, me paraît particulièrement important quand on relit effectivement les travaux d'Hannah Arendt pour tout un ensemble de raisons. D'abord parce que ce tissu, en fait, va concerner nos relations des plus intimes et privées au plus social et au plus public, au sens y compris politique du terme. Et il y a eu un certain nombre, notamment de la part de juristes, en fait, d'alertes lancées à l'impossibilité de se rassembler, à l'impossibilité d'exercer un certain nombre de droits démocratiques. Et quand on revient à la lecture des travaux de Arendt, elle commente de façon extrêmement soutenue cette portée politique de l'isolement des êtres humains les uns par rapport aux autres. Alors, elle commente aussi beaucoup, de façon générale, cette question de l'isolement et de la solitude, dans la mesure où, pour elle, la condition humaine est rattachée au fait de la pluralité, qui n'est pas seulement une coexistence des êtres humains les uns avec les autres, mais aussi donc un tissu de relations. Et elle commande aussi sa portée politique en rattachant l'isolement des individus les uns par rapport aux autres à l'une des conditions d'émergence du totalitarisme. Donc, bien entendu, il n'est pas question de parler de totalitarisme aujourd'hui, mais clairement, sa réflexion nous pousse à nous interroger sur la manière dont une démocratie préserve les conditions sociales d'interaction pour perpétuer justement cette démocratie. Et donc la possibilité de construire ensemble des communs. Dernier point que je souhaiterais souligner par rapport donc à ces éléments de discussion sur ce qui fait la valeur de la vie humaine, hein, au-delà donc de la vie associée au fait de vivre, au fait de respirer. Ce sont des points qui, à mon sens, nous amène à reconsidérer la place et le rôle de la culture et de l'éducation. Alors, je partirai de l'analyse qu'a proposée dans un article, dans un article du Monde du 25 novembre 2020, le sociologue François de Singly, qui commentait en fait la distinction entre biens essentiels et biens inessentiels, en soulignant que cette distinction finalement induisait. Pardon, oui. Oui, il y a un Induisait. écho, oui, oui. Alors, je ne sais pas, peut-être quelqu'un a-t-il allumé son micro? Si c'est le cas, de l'éteindre. J'ai bientôt fini. Voilà. En tout cas, donc, commenter cette distinction entre biens essentiels et biens inessentiels en soulignant les effets de mépris social et en faisant référence à la théorie de la reconnaissance d'Axel Honneth pour insister sur les effets de cette qualification en termes de mépris social. Mais moi, je voulais, de façon complémentaire à son analyse, insister sur ce qui a été catégorisé à un moment donné, en tout cas comme bien inessentiel, et en tout cas minoré dans la gestion de la pandémie, à savoir deux secteurs qui sont des secteurs de l'économie, des secteurs de pratique sociale, des lieux de rencontre et de socialisation, d'émerveillement et d'apprentissage, et qui sont donc la culture et l'éducation. Et là encore, je pense que la réflexion de Hannah Arendt nous alerte sur les dangers qui sont inhérents à une politique qui priverait de façon, enfin un certain temps en tout cas, et à des degrés divers, les membres d'une société d'un accès à la culture et à l'éducation. Alors pourquoi? Puisque selon elle, en fait, ce faisant, on leur retire ce qui leur permet de cultiver leur capacité à prendre la parole, à élaborer des récits. Alors par récit, elle entend voilà, des formes diverses de prise de parole, mais en tout cas d'interaction avec autrui, d'écouter les récits d'autrui
et partant donc de tisser des liens avec les autres êtres humains. Et en particulier, au-delà de la culture, sur la question de l'éducation, elle se prononce extrêmement fortement dans un des chapitres de la crise de la culture, pour souligner que quand on aborde politiquement l'éducation, ce n'est jamais seulement une question d'améliorer la pédagogie et les outils pédagogiques, mais c'est profondément une question politique, au sens où les lieux de l'éducation sont les lieux du passage de relais d'une génération à une autre. Finalement, pour elle, offrir une éducation ou pas aux enfants, c'est pour une société accepter ce qu'elle appelle le fait de la natalité et d'accueillir les enfants qui naissent dans le monde, notre monde tel qu'il est actuellement, leur donner l'opportunité d'apprendre des choses neuves et finalement les préparer, je la cite, hein, à la tâche de renouveler un monde commun. Donc voilà, elle insiste extrêmement fortement sur la place que doivent avoir la culture et l'éducation dans une société qui veut continuer à préserver les espaces fondamentaux d'élaboration du monde commun. Voilà, alors je m'arrêterai sur ces éléments d'analyse qui émergent dans la discussion publique depuis quelques mois, qui me paraissent évidemment dont l'analyse doit être affinée et ressaisie. Là, je l'ai fait à partir d'Hannah Arendt parce que effectivement son propos résonne de façon particulièrement forte, je trouve, avec la période. On peut sans doute le faire à partir d'autres références. Je voudrais simplement, pour conclure, souligner qu'à travers ces éléments, effectivement, il y a un questionnement important qui émerge par rapport aux formes de priorisation dans l'action des gouvernements depuis un an et à un questionnement de l'idée de vie, en fait, qui est visée à travers cette action gouvernementale. Ce qui me paraît aussi intéressant, je le suggérais au début, c'est que si je devais rapidement et d'un mot résumer l'opposition qui se dessine dans cette discussion au sein de l'espace public, ce serait une opposition entre vie biologique et vie biographique. Et je voudrais souligner que cette opposition, elle est extrêmement familière au monde de la santé, puisque, en tout cas, dans certaines spécialités, dans certains services, elle a structuré la discussion depuis une soixantaine d'années, notamment en service de réanimation adulte ou néonatale. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a exactement les mêmes éléments de contenu dans l'opposition entre vie biologique et vie biographique telle qu'on peut l'explorer dans les décisions hospitalières et ce qu'on voit se dessiner sous nos yeux. Et ce serait d'ailleurs un objet d'enquête que d'étudier les similitudes ou les différences entre ce que le contexte de la pandémie nous apporte comme matière à réfléchir sur la distinction entre vie biographique et vie biologique et la manière dont chacune peut être mobilisée dans les décisions, mais en tout cas, à l'échelle de la vie collective et collectivisée d'une certaine manière, il me semble qu'aujourd'hui, on fait face à une discussion telle qu'on a pu en voir une émerger au sein des hôpitaux et au sein de la bioéthique depuis une soixantaine d'années. Voilà, je vais m'arrêter là et je vous remercie pour cette invitation. Je vous remercie beaucoup, Marie-Gaille. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette intervention très riche. J'imagine qu'il y a beaucoup de questions, même si elles ne sont pas encore formulées.